À la une ce soir, deuxième jour du procès en appel des meurtriers présumés de Michel Mignon. 4 hommes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre du Breton en 2013 comparaissent une nouvelle fois devant les juges. L'homme avait reçu 40 coups de coutelas puis avait été jeté à la mer. Les transporteurs de béton pour le chantier du lycée Schellcher sont mécontents. Ils dénoncent un projet à venir qui leur ferait perdre beaucoup de leur chiffre d'affaires. Ils entendent se mobiliser s'il venait à être réalisé. De plus en plus de femmes célibataires en Martinique en cause une démographie déséquilibrée avec plus d'hommes. Certaines s'en accommodent tandis que d'autres le vivent très mal. Et puis nous parlerons de la première école de football de Lille exclusivement réservée aux filles affiliées à la Ligue. Elle a ouvert ses portes à Corridon à Fort-de-France. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les meurtriers présumés de Michel Mignon doivent une nouvelle fois s'expliquer face aux juges. Le procès en appel qui a commencé hier devrait permettre d'y voir un peu plus clair dans les implications de chacun des protagonistes. Pour rappel, Michel Mignon, un Breton résidant à la marina du Marin, a été tué en 2013 de 40 coups de coutelas. 4 hommes avaient été identifiés à l'époque comme étant directement impliqués dans ce meurtre. Compte rendu d'audience du jour avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Dans le box des accusés, ils sont 3, Henri Regan et 2 de ses complices présumés, tous stoïques. L'un d'entre eux manque à l'appel. Certains ont été acquittés lors du premier procès. Aujourd'hui, les témoins clés du drame ont été auditionnés, le gardien de la marina notamment. Ils sont tous formels. Ce soir-là, ils ont bien vu les 4 individus passablement agités, mais aucun d'entre eux n'aurait empêché Henri Regan de poignarder à mort Michel Mignon. Pourtant, aujourd'hui, les avocats des complices présumés sont confiants. Mon client, lui, je le dis, a vraiment tout tenté, tout essayé pour sauver la victime. Il a été prouvé lors du procès qu'il s'est interposé, à 2 reprises d'ailleurs, pour essayer d'arrêter cette folie meurtrière, cette violence de l'accusé principal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se demande ce qu'il fait là, mais je pense selon moi que sa présence est nécessaire ne serait-ce que pour témoigner. Mais pour ça, il n'y avait pas besoin de faire appel contre lui. Henri Regan, qu'on surnomme l'as de l'évasion, est un récidiviste déjà connu pour des faits d'agression au profil psychologique inquiétant selon les experts. Il avait également réussi à s'évader de la prison de Baie-Mahault en Guadeloupe. Le procès se déroule donc aujourd'hui sous haute surveillance. En face des accusés, dans le box de la partie civile, la sœur de Michel Mignon, surmédiatisée à l'époque du premier procès, elle ne souhaite plus s'exprimer. Pour l'avocat de la famille, l'enjeu de ce nouveau procès est important. C'est de savoir si on peut tolérer, si l'on peut tolérer que des personnes soient aussi lâches face à un tel acte. C'est une chose de pouvoir s'opposer physiquement à l'extrême violence et c'est sans doute difficile. On est tous démunis parfois ou souvent par rapport à cette violence. C'est une autre chose de décider de se mettre à plusieurs pour s'opposer. C'est une autre chose de décider d'être citoyen et d'appeler des secours pour tenter une intervention de forces officielles. Voilà, ça n'a pas été fait. Cette lâcheté-là nous paraît assez inadmissible. Le procès est loin d'arriver à son terme. Demain, les accusés seront entendus, ainsi que des enquêteurs et des experts médico-légaux. Les avocats des 2 parties devraient plaider vendredi. Nouveau rebondissement aujourd'hui dans l'affaire des travaux du lycée Schellcher. Cette fois-ci, ce ne sont pas les anciens élèves qui sont concernés, mais plutôt les transporteurs. Ils se plaignent d'un projet d'implantation d'une centrale mobile de fabrication de béton. Si le programme venait à être réalisé, les transporteurs malaxeurs verraient leur commande chuter de façon drastique. Ils ne l'entendent pas de cette oreille et prévoient déjà de mettre en place tous les moyens pour empêcher ce nouveau dispositif. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Peut-être une des dernières livraisons de ce type. Du béton sec pour finaliser la sécurisation de ce chantier. Une fois cette phase terminée, les entreprises du groupe Vinci en charge de la construction pourraient mettre en place une centrale mobile de fabrication du béton et ainsi ne plus faire appel aux transporteurs malaxeurs. Un coup dur pour Laurent et ses confrères, surtout en cette période de vaches maigres. Il n'y a aucune commande publique à part celle-là sur cette année. On a investi aussi sur des camions pour pouvoir assurer ce chantier, puisque bon, il y a quand même pas mal de volume en béton. On a des chauffeurs qu'on devait recruter aussi, qui sont en attente. On a des familles, on a des employés.
Et on ne peut pas laisser ce type d'ouvrage se faire. Même son de cloche du côté de cet autre syndicat, ce sera avec eux ou rien. Tout ce que je sais, que les transporteurs n'accepteront pas la construction du siège avec une centrale de chantier. Je ne pense même pas l'idée de dire qu'on négociera ou quoi que ce soit, ça ne se fera pas. Puisque les entreprises du groupe Vinci, la SIMP et Sogea, doivent se fournir au Lamentin ou au Robert, selon les termes du contrat. J'ai eu M. Daniel Marissette qui est en charge des appels d'offres de la CTM, qui m'a bien spécifié qu'il n'a jamais donné l'autorisation d'une centrale de chantier sur le chantier de lycée Shelcher, d'autant plus qu'il est farouchement contre l'installation d'une centrale de chantier. Il existerait tout de même une clause stipulant que du béton pourrait être produit sur place en petite quantité pour des travaux de finition. Reste à savoir si Vinci cherche à s'engager dans cette brèche. Nous avons tenté de les joindre, sans succès. Partons à Paris maintenant avec un projet réclamé cette fois-ci. Catherine Conconne a interpellé Jacqueline Gourault, la ministre de l'Intérieur, sur la prise en compte des violences conjugales. Une intervention de la sénatrice dans le cadre des questions au gouvernement qui devrait être étudiée dans le cadre des assises de l'outre-mer. Voyez un extrait. Votre gouvernement a annoncé vouloir faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Je ne peux qu'approuver. Les violences au sein des couples, dont les femmes sont les premières victimes, comptent pourtant parmi les faits les plus difficiles à déceler. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. À la Martinique, le dernier homicide perpétré dans le cadre conjugal date de ce week-end. La Martinique est un territoire particulièrement touché par les infractions de violences conjugales. Le taux de criminalité en la matière est de 9,5 pour 1000 contre 4,4 au milieu national. En 2017, près d'1 millier de plaintes portant sur des faits de violence au sein du couple a été traitées par les services de police et de gendarmerie martiniquais. Pour combattre un fléau, une seule arme, la connaissance, la meilleure. Aujourd'hui, seul un fait de violence conjugale sur 10 est porté à la connaissance des services de police et de gendarmerie. Cette délinquance spécifique devrait figurer de manière distincte dans les statistiques. Or, il existe un discours récurrent dans l'opinion selon lequel les victimes de violences au sein du couple seraient difficilement appréhendées par les enquêteurs du fait du manque de moyens. Cette difficulté des services d'enquête proviendrait-elle du fait que la hiérarchie souhaite éviter ces plaintes qui obèrent les chiffres de la délinquance? Afin de mobiliser davantage nos forces de l'ordre sur cet aspect de délinquance, de favoriser la parole aux victimes et d'adapter les politiques publiques adéquates, je vous demande une chose, Madame la Ministre. Le gouvernement peut-il s'engager à réformer l'État 4001 qui recense l'activité des services de police et de gendarmerie et sert d'indicateur de la délinquance? D'une part, en créant une ligne portant sur les procédures pour violence au sein du couple, qui n'existe toujours pas alors que cette thématique est censée être une priorité nationale depuis des années. D'autre part, en classant cette ligne parmi les quelques indicateurs où une hausse des faits constatés est considérée comme positive. Une telle hausse ne signifierait évidemment pas une augmentation des faits de violence, mais une réduction de la zone grise des faits réels n'ayant fait l'objet d'aucune plainte. Alors qu'une hausse des usages de stupéfiants est considérée comme un indicateur de performance des services. Pourrait-il être de même pour les violences au sein du couple? Un tel changement ne pourrait avoir que des vertus. Ainsi, j'attends une réponse positive de votre part. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous venez de rappeler un événement dramatique qui s'est passé ce week-end en Martinique. Et naturellement, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité absolue du gouvernement sur l'ensemble de notre territoire. Vous avez rappelé vous-même que l'amélioration des connaissances est quelque chose de très important sur les violences faites aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a engagé une grande enquête qui s'appelle « Virage d'hommes » sur les violences subies. Et bien évidemment, c'est une enquête qui donnera des résultats. Il y a 10 000 personnes
femmes et hommes qui sont interrogés. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année 2018. Je voulais vous le préciser parce qu'il y a vraiment besoin effectivement d'une fine connaissance de tout ce qui se passe sur le territoire. D'autre part, dans son discours le 25 novembre, le président de la République a rappelé que les politiques publiques dans ce domaine devaient être adaptées aux besoins des victimes afin d'apporter les réponses les plus efficaces possibles. C'est la raison pour laquelle nous avons une réflexion aujourd'hui de l'opportunité de formaliser un observatoire de l'égalité en Martinique, qui a d'ailleurs été recommandé par le CESE dans un rapport. Et notez qu'un hommage sera rendu à Jessica Gabriel ce jeudi 18h à Ducos et non plus à Rivière-Pilote comme prévu. Une marche rouge avec comme dress code un au rouge. Le rassemblement se fera sur la place de la mairie de Ducos à 18h donc. Toujours concernant la situation de la femme, si l'adage « mieux vaut être seul que mal accompagné » se vérifie très souvent, le célibat peut être difficile à vivre. Compte tenu de la démographie déséquilibrée, les célibataires sont de plus en plus nombreuses. Et si certaines s'en accommodent, d'autres en souffrent réellement. C'est un reportage d'Anaïs Gall. Rosa est célibataire depuis 6 ans. Maman d'un enfant unique, elle aimerait retrouver un compagnon. Si sa situation de femme seule est parfois dure à assumer, elle y a aussi puisé des forces. Ça a été quand même une période qui m'a permis quand même de faire un travail sur le plan personnel, vraiment, où je me suis quand même tout simplement découverte et j'ai pu réussir à améliorer surtout sur le plan du caractère et la vision de la vie globalement. Et je peux vous dire que j'ai vraiment développé de grandes capacités et je suis vraiment décidée à être une femme différente de ce que j'ai pu être. Ce matin, elle assiste à une conférence organisée par l'Association des femmes chrétiennes dans l'espoir de recevoir des conseils. Dans cette assemblée, la plupart des femmes aspirent au mariage. Beaucoup ont perdu confiance en elles, alors l'objectif est de leur redonner les clés. Ici à la Martinique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et nous voyons qu'il y a une tendance à un célibat qui est de plus en plus galopant. Beaucoup de concubinage, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes mères seules. Donc on a ce problème-là. On a un profil de l'homme qui est assez bas en réalité par rapport aux responsabilités familiales. Il faut restaurer tout cela. Aux Antilles comme dans l'Hexagone, les normes sociales évoluent. Le taux de femmes célibataires augmente, notamment pour des raisons démographiques, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes, mais également car le couple n'est plus forcément un modèle absolu. Pour beaucoup, la présence d'un homme n'est pas indispensable. Une femme célibataire, c'est une femme indépendante, elle peut se débrouiller toute seule, pas besoin d'un homme dans sa vie pour faire ses affaires et tout. Je pense qu'on peut être heureux en étant célibataire. Il faut l'équilibre. Si on trouve un homme, il faut que ça marche. Il ne faut pas que non plus qu'on choisit pour faire plaisir aux gens ou pour faire plaisir à la famille. Il faut que l'on soit d'accord, avec soi, que l'on soit d'accord avec l'homme qu'on a choisi. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Voilà, il n'y a pas de mieux seul ou mieux en couple. Je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi. Et je pense que le but un peu de la vie, c'est l'accomplissement personnel. Après, s'il y a des choses qui viennent s'y greffer, que ce soit un partenaire ou autre, c'est bien. Pour ce sociologue, l'une des explications à ce phénomène est surtout une recherche croissante de liberté. Moins de contraintes parce que l'image de la maman et de la grand-mère qui s'occupait de l'homme, qui lui faisait à manger, qui lui repassait son linge, qui reprisait quand il y avait des coutures à faire, etc., est en train de changer. De toute manière, la société, elle a évolué, elle s'est transformée, elle a muté. On n'est plus dans le modèle familial nucléaire, papa, maman, enfant. On revient dans un modèle où chacun choisit le mode de vie qu'il veut en fonction de ses aspirations. En Martinique, le célibat concerne notamment les femmes qui élèvent un enfant seul. Elles représentent 41% des ménages sur notre île, contre moins de 15% dans l'Hexagone. Et nous continuons à parler de la femme et d'une grande dame d'ailleurs. La plus ancienne résidente du centre Emma Ventura, Suzanne Cofour, s'est éteinte hier dans sa chambre à l'âge de 91 ans. Orpheline, elle avait passé 53 ans au centre. Nous l'avions rencontrée en octobre dernier. Elle nous avait raconté son parcours. Au fil du temps, elle était un membre à part entière de la structure avec un personnel devenu sa famille. Nous lui rendons donc un dernier hommage ce soir.
Direction la Guadeloupe maintenant, avec une interrogation très inquiétante. La qualité de l'air du CHU rend-elle malade? Depuis sa réouverture, les agents affirment souffrir de maux de tête et de difficultés respiratoires. Des analyses sont en cours et en attendant, des masques filtrants sont distribués par la direction. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. De retour dans leur service le 5 janvier après l'incendie survenu non loin de leurs locaux, le personnel du laboratoire subit des nuisances olfactives. Une réunion s'est d'ailleurs tenue en ce sens au CHU ce matin. Ce matin, il y avait une réunion avec la direction et les médecins du labo ainsi que le personnel où on a acté qu'il faudrait que le CHU trouve un local de substitution, un local de repli, afin que le personnel du laboratoire puisse travailler dans de meilleures conditions. Et en attendant ce local, qu'ils allaient mettre en place un service minimum au volontariat, puisqu'on signale que lorsqu'on est en retrait, ce n'est pas une grève, donc il n'y a pas d'obligation de service minimum. Mais comme il y a des tests qui sont urgents pour soigner la population, donc le personnel a fait le choix au volontariat de quand même effectuer certains tests. Maintenant qu'on a aménagé, c'est des migraines, des fois on a les yeux rouges et des maux de gorge aussi, on se sent encombré aussi. Et je dis on puisqu'on a tous les mêmes symptômes. Après, il y a des collègues qui sont plus fragiles, qui sont asthmatiques. Il y en a d'autres qui ont des vertiges. Et c'est plusieurs collègues qui se trouvent dans ce cas-là. Du côté de la direction, ces signalements ont conduit à la réalisation de tests complémentaires concernant la qualité de l'air. Et des mesures d'air avaient d'ores et déjà été programmées pour mesurer à nouveau ce qui avait été fait initialement en tournant au mois de décembre. Mais là, on va le refaire sur la zone du laboratoire puisqu'il y a vraiment un point de crispation sur ce laboratoire pour pouvoir mesurer à nouveau les composants, les particules dans l'air. Donc tout ça avait été programmé. Les agents nous ont alertés à nouveau en se mettant en retrait de leur travail pour pouvoir nous mettre un peu en demeure de réaliser ces analyses, de publier les résultats. Les analyses sont en cours. Aujourd'hui, ces analyses d'air sont en train d'être réalisées et nous serons totalement transparents sur ces analyses. On les diffusera, on les publiera et nous prendrons les mesures qui s'imposent. En attendant les résultats de ces derniers tests, des mesures compensatoires ont été prises. Un local aurait été proposé, des masques FFP3 ont été distribués afin de maintenir tant bien que mal la continuité des soins des patients du CHU. De retour en Martinique avec une semaine du numérique organisée dans les écoles. Des ateliers d'échange autour de l'utilisation de nouvelles technologies sont proposés. Par exemple, ce matin au lycée Joseph Gaillard de Fort-de-France, des enseignants ont pu débattre et échanger sur l'utilisation des tablettes comme outil pédagogique. Les ateliers se sont déroulés en présence du chef de projet numérique du ministère de l'Éducation nationale, spécialement venu pour l'occasion. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Les élèves sont toujours demandeurs parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre et on ne l'utilise pas à tout bout de champ, mais de façon ponctuelle afin d'apporter un plus dans l'enseignement que l'on fournit. Ils sont quand même souvent assez surpris de certaines pratiques. On utilise des applications comme Plickers qui permettent des évaluations individuelles mais en groupe. Et voilà, ils ont l'impression d'être un peu en avance dans leur propre temps. Ils sont pas si, ils sont connectés sur des applications très précises, mais dans l'éducation, ils sont quand même surpris et du coup intéressés. Ce matin, nous avions des enseignants du premier degré et du second degré qui ont pu présenter à d'autres collègues ce qu'ils faisaient. Donc pendant 15 minutes, présentation et 5 minutes d'échange autour, par exemple, de l'espace numérique de travail qui a été mis en place. Donc ils ont montré comment, par exemple, on pouvait mieux individualiser les apprentissages grâce à cette ENT. Ils ont également montré comment on pouvait travailler la lecture avec cette ENT. Donc c'était ce type de pratique qui était valorisé ce matin, vraiment des entrées pédagogiques sur comment on fait en classe. Il faut peut-être voir la tablette comme un objet qui permet une transversalité, une collaboration, de travailler en intelligence collective, de faire de l'écriture collaborative, de permettre un lien entre les écoles primaires et les écoles du secondaire, entre les établissements, les collèges, les lycées, entre les municipalités, les associations pour le périscolaire et les établissements scolaires. Donc ce numérique va favoriser une visibilité, un apprentissage beaucoup plus poreux et transversal pour la bien et la réussite des élèves. Ça, il va falloir que les équipes, les collectivités territoriales, qu'elles soient les municipalités, les mairies, co-construisent des projets éducatifs dans un esprit de territoire apprenant afin de pouvoir justifier, et à juste titre, la nécessité de surinvestir
un équipement particulier, une antenne relais, des réseaux Wi-Fi, une fibre, ainsi de suite, en se disant voilà où on a co-construit, comme on est arrivé aujourd'hui à un point de blocage dans notre évolution pédagogique, et pour aller plus loin, il nous faut tel et tel besoin. La caravane de la non-violence revient pour la 6e édition. L'association Madine Jeune Ambition a dévoilé cet après-midi son nouveau logo, la caravane de l'unité, et son nouveau slogan « Je m'engage pour la paix ». Le parrain cette année sera Isik Enanga. Comme chaque année, la caravane sillonnera les communes de l'île pendant la période du carnaval. Voyez les précisions recueillies par Anaïs Gall. Nous sillonnons les routes de Martinique pour s'arrêter au niveau des établissements scolaires, aux structures d'accueil qui veulent bien nous recevoir pour justement des jeunes en difficulté. C'est aussi les soirées. C'est aussi les parades carnavalesques, puisque bientôt nous arrivons, nous y sommes déjà justement dans ce fort moment de festivité en Martinique. C'est aussi près des plages et près des rivières. Et c'est aussi les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans un monde du digital où il faut pouvoir être en mesure de pouvoir répondre à cette demande et toucher au plus proche notre cible. On la reproduit chaque année parce qu'elle a de l'impact justement sur la population, notamment dans les établissements scolaires qui sont plus nombreux chaque année à nous solliciter pour les interventions. Et on peut leur constater à travers les chiffres justement que depuis justement le passage de la caravane, notamment au carnaval, que la violence a quand même diminué au sein des vidés. Solid Jouna Lamou revient pour la 3e édition ce samedi au Morne Rouge. Vous le savez, il s'agit d'une manifestation de solidarité organisée par l'association SDF Soulager Difficultés Frères. Et pour en parler, nous recevons l'artiste Mali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Alors, plaisir. comme chaque année, vous allez proposer un grand concert. Mais avant de parler de la manifestation, nous allons parler des projets que vous souhaitez réaliser avec les fonds qui seront récoltés. Premièrement, il y aura l'aménagement d'un camion de restauration mobile. Dites-nous en plus. Exactement. Donc, dans les projets de l'association, nous avons 2 projets phares, dont le premier, c'est la mise en place d'un food truck. C'est un camion de restauration ambulante où l'objectif sera justement de proposer une insertion sociale aux personnes sortant de la rue. Donc, il y aura un accompagnement dans ce camion. Et justement, ils pourront y travailler, c'est ça? Voilà, y travailler et vraiment développer des liens sociaux et différentes compétences pour qu'ils deviennent autonomes par la suite. Deuxièmement, il y aura la mise en ligne d'une plateforme solidaire. De quoi s'agit-il? Voilà, effectivement, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à nous en nous disant qu'ils veulent donner de leur temps et qui ne savent pas où s'adresser. Et parallèlement, il y a aussi des associations qui ont besoin de bénévoles. Donc l'objectif était de créer un outil qui permettrait de mettre en lien justement les bénévoles et les associations de façon assez autonome. Alors, pour réaliser ces projets, vous avez besoin de fonds et c'est pour ça que vous organisez des manifestations. Alors, il y a eu un tournoi de foot solidaire samedi dernier. Et voilà. Ce samedi, il y aura un grand concert au Millennium du Morne Rouge. Le ticket d'entrée est un t-shirt à acheter. Alors, où les trouve-t-on? Comment Exactement. Ça se passe? Donc, le ticket d'entrée, en fait, c'est un t-shirt qu'on peut trouver à Intersport qui coûte 20 €. Comme celui que vous avez? Voilà, mais il est bleu normalement. Donc, vous pouvez aller dans tous les Intersports et au Morne Rouge dans le magasin chez Jabourg. Et vous pourrez trouver justement ces t-shirts qui serviront de passe pour l'entrée justement de cette Solid Jouna Lamou. Et parmi les artistes qui seront présents, il y aura Paille, Isik Enanga, Wervana, Gilles Saint-Louis. Combien de temps va durer le show? On peut partir vraiment sur un show on va dire, en moins 3h30. Il y a énormément d'artistes. C'est difficile de les convaincre, les artistes, de participer à ce projet? Les artistes, ils ont une sensibilité et ils prêtent main forte, comme certains partenaires aussi qui nous soutiennent, comme Peugeot, on va dire CMK, Chamflore aussi, la ville du Morne Rouge. Et toutes ces personnes vraiment donnent leur contribution pour que cet événement soit vraiment une réussite. Donc j'espère vraiment que le peuple martiniquais va répondre en masse et ils viendront soutenir cette cause comme ils soutiennent vraiment beaucoup de causes. Voilà.
ce samedi au Millennium du Morne Rouge. Alors maintenant, on va passer à votre carrière. On va parler de questions un peu plus personnelles. Votre clip Pull Up, réalisé par Chris Burton, qui a déjà remporté 2 prix en décembre dernier à l'occasion du festival Music Video Underground, a été sélectionné pour les Hollywood Arts and Movie Awards. Pardonnez mon anglais, aux États-Unis. Alors, on va regarder un extrait du clip et puis on en parle juste après. En cabine, choyo incognito, en chemise hawaïe puis un cigarillo. Détendu et relaxé, conciment fini, fait des mois vacances à Porto Rico. Ou toujours bling ou ka pop champagne. Ou c'est gangsta ou ka fuck gendarme. Mais là ou pas là ou pas ça femme ou ka fait le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Flow moins précis qu'on horloger. Zot ka dégoûté moins qu'on pornogué. M'en homologué et m'en validé. Zot photocopié, zot falsifié. Les négros kiffent les gros bédos, les gros bondas, les Honda et les bombasses. Avec qu'à garder, sous le qu'à coûter, sous ma cavrier bombasse. C'est ça le SMR, 104 volume 2, 55 degrés mon pote. Ouais. Yes I, ça y est commandé. Ouais. On qu'arriver tranquillement, ça qui connaît son yoga dit même à l'IFOC. Dans les boîtes, dans les clubs, dans les lotos, y'a tout commandé. Nigga. 104 volume 2. On qu'arriver tranquillement, ça qui connaît son yoga dit même à l'IFOC. Alors, le gagnant de ce concours sera dévoilé le 26 janvier prochain, dans 2 jours. Donc, quel est votre état d'esprit ? On est déjà très satisfait de pouvoir participer à cette compétition. Et j'encourage vraiment Chris Burton à représenter les couleurs de la Martinique parce que c'est vraiment un clip qui met en avant tout un aspect culturel. Et c'est un réalisateur justement qui est très sensible à ces valeurs. Et justement, faire un clip d'une telle qualité, c'est important pour vous ? Oui, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment de belles choses à montrer en Martinique. On a des paysages, on a une culture, on a des savoir-faire. Il faut pouvoir le montrer vraiment de la façon la plus belle que possible et le plus loin aussi. Souvent, on veut se cantonner à ce qui est tout près de nous, mais notre culture, elle est mondiale, on va dire. On peut l'exporter de façon mondiale, internationale. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que déjà on vous souhaite bonne chance pour le 26, pour votre clip. Et puis on rappelle également l'objet de votre venue, puisque ce samedi, au Millennium, au Morne Rouge, il y aura une grande manifestation de solidarité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons de Cécifut, la pratique du football pour les personnes malvoyantes. Une rencontre amicale a été organisée cet après-midi à l'IMS et nous avons capté l'ambiance. Et puis, nous parlerons également d'un jeu mêlant le puzzle à l'art. Il s'agit d'un projet réalisé par une jeune Martiniquaise. Je vous le disais, nous parlons de foot, mais nous commençons déjà avec la première école de football de Lille, exclusivement réservée aux filles. Affiliée à la Ligue, elle a ouvert ses portes à Corridon, à Fort-de-France, une pépinière de passionnés et pourquoi pas de futures championnes. En tout cas, leur motivation n'est plus à démontrer. Voyez ce reportage de José Lecherti. Le même rythme pendant le temps où on sera dedans, d'accord ? On y va. Mayline pratique le football depuis plus de 2 ans. Elle a intégré depuis sa création le 29 novembre la première école de foot affiliée à la Ligue consacrée aux filles de 6 à 15 ans. Malgré des débuts quelque peu frustrants au milieu de garçons, elle ne s'est pas laissée décourager. Quand je suis entrée à l'école de foot masculine, j'ai demandé comment on fait des jongleries. On m'a dit, j'ai pas le temps de t'apprendre parce que tout le monde sait le faire, du coup on va perdre du temps. Avec Mathurin, il va pas seulement nous apprendre le foot, il va aussi nous apprendre à rester calme, à contrôler le ballon, parce que le ballon, il faut que ça soit notre ami, qu'on réussisse à garder le contrôle sur lui. Tout comme Mayline, Talia Mayline découvre les bases de ce jeu et nourrissent déjà de grands espoirs. On peut aussi faire du foot aussi en France. Et c'est que j'aime aussi voyager dans d'autres pays pour faire du foot. J'aurais bien aimé. Ça peut m'apporter beaucoup de choses pour mon avenir dans le foot. Je me sens forte parce qu'on a déjà appris quelques trucs et c'est presque beaucoup.
Le football est aussi une histoire de famille. Ma maman, elle a fait 19 ans de foot au Posisquin. Ma tante a fait 17 ans au Posisquin. Il y a mes oncles qui ont fait, il y a Dolor Alex, Dolor Alain, Dolor Daniel qui ont joué au Posisquin. Donc j'ai dit peut-être qu'elle a quelque chose, donc alors on va essayer. L'association T-Foot ou quoi est à l'initiative de ce projet. Le but est de créer un vivier, de leur transmettre les fondamentaux du football. On se rend compte qu'en Martinique, qu'il y a des clubs féminins, des équipes féminines, des équipes seniors, et puis on se rend compte que finalement il n'y a pas tant de viviers que ça, et que les petites filles qui veulent jouer au football en fait sont obligées de passer par la mixité. Et étant éducateur, je me suis rendu compte effectivement que la mixité, ça ne fonctionne pas toujours. L'idée, en fait, c'est de créer un vivier, de sorte que demain, qu'on puisse même avoir un championnat, ne serait-ce que U13 pour les filles, quoi, à moyen terme. Donc pour les filles qui veulent aller au pôle, en section sportive, au collège, donc de les former pour ça. Et puis, à la rentrée, avoir une équipe U13, une équipe de filles qui pourrait participer au championnat U13 avec les garçons. Et puis, notre objectif, c'est en 2019, essayer d'aller voir la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France précisément en 2019. Donc on se prépare pour toutes ces choses. Ces graines de championnes s'entraînent le mercredi après-midi et le samedi sur le terrain de Corridon à Fort-de-France, derrière l'espace culturel. Pour l'heure, l'objectif est d'obtenir le label d'école de football féminin par la Fédération française. Foot toujours, mais avec une spécificité, avec des ballons équipés de clochettes. Il s'agit de Cécifoot pour les personnes malvoyantes. Une rencontre amicale a été organisée cet après-midi à l'IMS et Johan Boulard a capté l'ambiance pour vous. Regardez. Voilà, nous continuons avec du sport, toujours avec un point sur la Qatarède. Aujourd'hui, c'était jour de repos pour les participants, mais pas pour l'organisation. À mi-parcours, le bilan est positif. L'événement prend de plus en plus d'ampleur et se positionne favorablement comme manche du championnat du monde de raid dans la catégorie F18. Un sujet que nous développerons ce soir dans le magazine Martinique Qatarède, diffusé juste après la tranche info à 20h. ATV, toujours plus proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes. Faire du puzzle avec des œuvres d'art, c'est une idée originale réalisée par Caroline Ventura. La jeune martiniquaise propose des reproductions des œuvres d'artistes locaux. Sa collection est à découvrir à la Casa Jeux à Fort-de-France. Hubert Bornil et Anaïs Gall vous la présentent. Regardez. Je retrouve une âme d'enfant ici dans la Casa Jeux et ce que je découvre qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'au-delà de tous ces jeux qui proviennent du monde entier, maintenant, désormais, on peut retrouver un puzzle made in Martinique avec des artistes bien de chez nous, Claude Coquille, Christophe Merthe ou encore Dre Lorenzen. On retrouve des photographies, des images, de belles vues en tout cas, et puis du puzzle. Caroline Ventura est une jeune femme qui évolue dans le domaine du conseil en entreprise. Jusque-là, elle n'a jamais considéré avoir une âme d'artiste et pourtant ce projet de puzzle l'y a conduit. Il y a ce sentiment de pièce après pièce, reposer chaque touche de couleur avec le peintre. Pour aller au bout de son idée, la jeune femme a dû rencontrer des artistes, réussir à les convaincre. Au final, ils sont 5 à avoir accepté de céder leurs œuvres, à l'exemple de l'artiste Lorenzen. Un tableau dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce qu'il était en première du Buzz Magazine. Et c'est extrêmement amusant de voir que vraiment au même moment, je suis venue lui en parler. Vraiment, elle s'est complètement ouverte et exposée. J'ai la chance de travailler avec Claude Coquille, qui m'a proposé ce visuel-là, je lui ai demandé, il a accepté, et qui est un joli petit garçon. Des puzzles avec des visages et des histoires qui nous sont familières, cela a été tout l'enjeu du projet, faire en sorte que nos enfants aient des représentations diverses, éviter en fait les stéréotypes. On a un puzzle avec une petite fille noire qui est absolument magnifique, de la même façon qu'on a un puzzle avec une jeune fille blonde qui elle aussi est très belle. Un des objectifs, c'est de dire voilà,
il n'y a pas qu'un seul modèle de beauté, il n'y a pas une seule référence, une seule vérité. Une idée cadeau plutôt sympathique et intelligente. Voilà de quoi occuper sainement nos enfants. Le puzzle convient parfaitement aux enfants dès l'âge de 8 ans. Et voilà, je m'y mets. Hein. Ça a l'air très facile, mais c'est quand même compliqué, hein, cette affaire. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, c'est voir le résultat. Et puis, rappelons, l'objectif de Madame Ventura, c'est étendre ce projet aux écoles, que désormais nos petits puissent avoir de quoi travailler tout en s'amusant. Revenons maintenant sur le sujet que nous n'avons pas pu vous diffuser complètement tout à l'heure, le sujet sur le Cécifoot. Voyez cette ambiance captée cet après-midi à l'IMS par Johan Boulard. Ça fait longtemps, depuis mon jeune âge, j'ai joué au ballon, mais maintenant, pour retourner tenir le ballon, garder l'équilibre et faire les passes, parce qu'on a toujours tendance à taper un petit peu fort et la balle part, et le temps de la rattraper, c'est difficile. On a une technique qu'on essaie de faire comme les vrais footballeurs, et puis on essaie de jongler, de faire des passes et d'essayer de tourner le ballon, mais c'est l'équilibre, et puis il faut savoir maintenir la balle. C'est la moindre petite touche, la balle s'en va, et il faut savoir doser la touche. Quoi. De son club, de sa ville ou de son pays. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour... La difficulté, c'est de pouvoir, par exemple, quand on fait une passe, pouvoir bien cibler où se situe le partenaire pour pouvoir lui passer le ballon, l'équipier pour pouvoir lui passer le ballon. Voilà. Oui, ça a été vraiment enrichissant. Là, j'ai ressenti que je pouvais faire du foot, quoi. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment envie d'en refaire, quoi. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que essayer d'être intransigeant avec eux, d'être rigoureux, d'être aussi ferme et honnête avec eux, ça permet, ça concourt à ce que ces sportifs-là se retrouvent en fait dans le football. Voilà, se retrouvent dans le football. À l'école des champions, te battre avec passion. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking de la clinique Sainte-Marie à Schellcher. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.